Alors, vous voyez que, encore une fois, en fonction des paramètres utilisés, les chiffres changent, on n'a malheureusement pas un test idéal qui donnerait toujours 100% de réussite en spécificité, en sensibilité. Il faut tenir compte du fait que vous avez des personnes qui sont asymptomatiques. Inversement, vous avez des personnes qui sont très malades. Et puis, vous avez tous les intermédiaires. Ceux qui présentent beaucoup de fièvre, mais qui ne toussent pas beaucoup. Ceux qui toussent beaucoup, mais qui n'ont pas beaucoup de fièvre. Enfin, vous voyez, toutes les situations possibles. Ce qui fait que des fois, vous avez un doute, vous ne savez pas trop si votre malade il a bien le coronavirus ou au contraire s'il ne l'a pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un doute? Alors, quand on a un doute, ce qu'on peut faire, c'est de prendre ce qu'on appelle le test de référence. Le test de référence, c'est le test qui est considéré comme le meilleur que l'on a. Alors vous allez me dire, pourquoi on ne prend pas directement le test de référence? Ça éviterait des incertitudes, de recommencer, etc. Alors, on ne prend pas systématiquement le test de référence pour plusieurs raisons. Première raison, ça peut être parce que c'est un test qui est très difficile à mettre en œuvre. Donc, il faut vraiment des personnes très entraînées. Et évidemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent l'utiliser. Donc, une difficulté, on va dire, d'ordre technique. La difficulté peut être d'ordre financier, si le test coûte extrêmement cher. Et puis, le test, il peut être des fois très contraignant. C'est-à-dire que des fois, bon, pour un test, il vous faut, on va dire, 3 millilitres de sang. Imaginez que pour le test le plus performant, s'il vous faut 500 millilitres de sang, par exemple. Alors, bien évidemment, vous allez reculer devant un tel prélèvement. Et puis, alors, on va prendre un exemple avec le coronavirus. Vous savez que le test de référence, c'est le test PCR, qu'on devrait dire RT-PCR, c'est ce qui se fait en mettant un petit écouvillon. Alors, il a beau être petit, il faut l'enfoncer quand même profondément au niveau du nasopharynx. Ce n'est pas sans danger, même si les gens qui sont habitués le font sans trop de problème, mais il y a toujours des petites blessures qui peuvent arriver. C'est un peu douloureux, donc vous comprenez que ce n'est pas le genre de test qu'on peut utiliser, par exemple, chez un enfant qui aurait 3-4 ans, qu'on ne peut pas raisonner en lui disant tiens-toi tranquille, t'inquiète pas, ça fait pas mal, et puis en fait, on lui fait mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On ne prend pas le test de référence, on prend le test salivaire, celui qui est le plus facile d'utilisation. On demande à un enfant de saliver dans un tube, ça les fait tous marrer en plus de ça, donc c'est bon. Donc, même si le test de référence existe, on ne l'utilise pas systématiquement. Toujours en restant avec le coronavirus, vous savez que des fois, on est amené à dire, voilà, on fait le test, je pense au test sérologique, comme il est moins fiable, en cas de doute, on va refaire un test PCR. Donc, vous voyez que des fois, on est quand même amené à utiliser ce soi-disant meilleur test. Il n'empêche que même si vous avez un test de référence, encore une fois, ce n'est pas toujours le cas. Même si c'est vrai pour le coronavirus, ce n'est pas toujours le cas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez donc ce doute? Voilà. Alors, vous pouvez refaire 2 fois le même test, s'il est quand même relativement bon. Vous pouvez éventuellement demander à quelqu'un d'autre de refaire le test pour être sûr que vous n'avez pas fait une fausse manœuvre. Ou alors faire un deuxième test avec le test de référence. Le test de référence n'étant pas lui-même non plus parfait, qu'est-ce qui risque de se passer? Ce qui peut se passer, c'est que
une personne, pardon, une personne a été déclarée, on va dire, malade au premier test, et on confirme qu'elle est malade avec le deuxième. Donc là, on va dire, pas de problème. Deuxième possibilité, la personne n'est pas déclarée malade avec le premier test, et on ne la trouve pas non plus contaminée avec le deuxième test. Donc, pas de problème. Jusque-là, ça va. Le problème, c'est quand on est positif au premier test et qu'on passe négatif au deuxième, ou qu'on est négatif au premier et qu'on passe positif au deuxième. Donc, il y a des biais qui peuvent intervenir. Alors, à partir du moment où vous avez des biais, je vais avancer un petit peu dans mon exposé. À partir du moment où il y a des biais, il y a des calculs statistiques, bien sûr, qui vont être faits. Alors, pour tenir compte de ces biais, encore une fois, alors, si je me fie aux chiffres que moi je vous ai donnés de sensibilité, de spécificité, en admettant qu'on ait fait des calculs de biais avec un deuxième test, etc., qu'est-ce que l'on va constater? Eh bien, on va constater qu'on a pu surestimer ou au contraire sous-estimer les résultats du premier test. Donc ça, c'est heureusement une possibilité que l'on a. Alors, les gens qui font des calculs statistiques, ils sont en plus un petit peu embêtants, vous allez voir pourquoi. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut avoir un test et puis on n'est pas vérifié ou on est vérifié si on est malade ou pas malade. Et puis, comme je vous l'ai dit, on va à partir de là calculer des indices ici de concordance entre le premier test et le deuxième test que vous avez utilisé, mais surtout, c'est que vous avez toujours, attendez, je ne sais plus si j'ai mis la formule, oui, j'ai mis la formule ici, la concordance ici, qu'on appelle l'indice kappa, c'est la concordance entre le premier et le deuxième test. Alors, vous faites des calculs de probabilité et vous allez pouvoir observer donc si vous êtes confirmé malade, pas confirmé malade, etc. Le problème, c'est que même si vous êtes confirmé ou pas confirmé, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une part de hasard dans les résultats. Donc, il faut tenir compte des probabilités que l'on dit les probabilités par chance, c'est-à-dire la chance que vous soyez confirmé malade par les deux tests ou la chance que vous ne soyez pas confirmé malade par les deux tests. Donc, vous voyez qu'on arrive à des calculs assez complexes. Alors, cet indice de kappa, donc basé sur des calculs de probabilité, alors c'est dit excellent quand c'est 0,80 ou 80%. Ça veut dire que dans 80% des cas ici, donc au moins 80%, les résultats ont été confirmés avec le deuxième test. On considère que c'est bon entre 60 et 80%, c'est moyen, etc. Et on arrive avec ces crabes quand on n'a rien confirmé du tout. Alors, généralement, on n'arrive jamais à cette situation. Pourquoi? Parce que ça veut dire que là, vous avez franchement un test qui pose vraiment de problème. Et généralement, on s'en est rendu compte avant. Donc, même mauvais, il y a peu de chances d'avoir cette situation ici. Donc, voilà un petit peu l'étude générale que l'on peut faire avec les tests. Je voudrais terminer en quelques minutes, je sais que j'ai été un peu long, je voudrais en quelques minutes vous présenter les tests qu'on utilise justement pour le coronavirus. Quel type de test, pour quelle cible on recherche et comment interpréter le résultat, s'il est positif ou s'il est négatif.
Le premier type de... Alors, je ne les donne pas là par ordre, on va dire, forcément d'importance, hein. Premier test qu'on peut utiliser, c'est un test qui est dit antigénique. On recherche un antigène. C'est quoi l'antigène? C'est une protéine qu'on va trouver dans le sang, par exemple. En l'occurrence ici, ça serait la protéine spike. Comment on recherche une protéine dans un échantillon? Donc, on prélève l'échantillon, etc. On peut l'utiliser. Alors, c'est soit on le cherche dans le sang, on peut prendre éventuellement par un écouvillon dans le nasopharynx, là où on est censé trouver normalement beaucoup de protéines. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Eh bien, on va faire un dosage radio-immunologique. Vous savez, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est le même principe de rechercher une hormone comme l'insuline qui est une protéine, ou de chercher une protéine qu'on appelle la protéine spike. C'est le même principe. Donc, c'est un test qui est manuel, qui se fait une lecture directe, hein, il y a des courbes d'étalonnage, etc. Ça a l'avantage de techniquement être simple, donc ça peut se faire même par une personne qui n'est pas, on va dire, hyper compétente en technique, hein, mais qui peut utiliser ce test. Le résultat du test, c'est rapide. En une demi-heure à peu près, vous avez le résultat. À quoi il sert ce test? Alors, il va permettre de dire si oui ou non le virus est présent. Sachant que si la protéine spike est présente, normalement, le virus doit être présent. Donc, l'atout, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est rapide. Le problème, c'est que sa sensibilité, elle est, bon, je ne vais pas dire qu'elle est mauvaise, mais enfin, ce n'est pas le meilleur qui existe ici. En tout cas, c'est moins sensible que le test PCR. Donc, typiquement, quand vous avez un résultat douteux avec un test antigénique, il faut vérifier avec le test de référence, avec le test le PCR. Il est conseillé de l'utiliser lorsque, a priori, vous avez une personne qui est déjà malade, et je dirais très malade, donc la charge virale est importante. Et donc, la quantité de protéines que vous allez rechercher va être aussi importante. Donc, un test utile face à une personne qui présente des symptômes. Encore une fois, vous avez rapidement le résultat. Inutile, en tout cas, chez une personne où il n'y a pas de symptômes, puisqu'il dépend de la charge virale. Donc, s'il n'y a pas de symptômes, on peut penser que la charge virale est faible, donc on risque de ne pas trouver grand-chose. Si le résultat il est positif, donc c'est que la personne est infectée et infectante, ici, vis-à-vis de ce virus. C'est un test qui, je vous l'ai dit, il n'est pas très sensible, mais par contre, il présente une très bonne spécificité ici. Donc, ça veut dire que normalement, il n'y a pas ce qu'on appellerait des faux positifs. Et encore une fois, quand le test est positif, puisqu'il n'y a pas de faux positif, eh bien, normalement, ça ne sert à rien de contrôler avec un test PCR. Maintenant, lorsque le test est négatif, ça ne permet pas d'exclure pour autant totalement le fait que la personne soit porteuse, puisque, comme je vous l'ai dit, le test n'est pas suffisamment sensible. Donc, ben, même avec un test, un résultat négatif, il est quand même prudent de conseiller à la personne de poursuivre, de porter un masque, de respecter les gestes, les distances sociales, etc.
En cas de symptômes, avec un résultat négatif, bon, ben là, on peut éventuellement passer au PCR. Donc, il est important de préciser ici que lorsque le test est négatif, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de virus. Non. Il peut être là, mais en quantité faible. Donc, en résumé, le résultat du test il est positif, vous êtes sûr d'avoir une contamination au coronavirus. Il est négatif, il y a un doute. Conséquence, comme il y a une fausse sécurité, poursuivre les gestes de protection et passer au test RT-PCR. Alors, le test RT-PCR, justement, donc le test de référence ici. Alors, c'est une technique là beaucoup plus lourde, c'est une technique de laboratoire qui cherche donc à mettre en évidence non pas la protéine spike, mais la présence de l'ARN viral, ici. Donc, ça nécessite de faire un prélèvement à l'endroit où a priori le virus va être concentré, donc c'est le nasopharynx, en l'occurrence ici. Donc c'est un test qui permet d'affirmer au moment, pardon, au moment où vous faites le prélèvement, si vous êtes porteur ou non porteur du virus en question. Et c'est l'examen clé, hein, en fait ici. Alors, il peut être donc utilisé par sécurité suite donc au test antigénique quand on estime que c'est nécessaire. Généralement, il faut l'utiliser, on va dire, dans la première semaine que les symptômes sont apparus. Sans tenir compte de l'âge de la personne, si c'est une personne avec comorbidité ou pas. C'est le test qu'on va utiliser lorsque on veut savoir si on a été une personne contact, par exemple, ou il y a un doute, dans les fameux clusters aussi. Avant souvent de faire un voyage à l'étranger, ça peut être certains pays exigent ce test plutôt qu'un autre. Alors, comment passer à l'interprétation? Alors, si le test est positif, eh bien, ça affirme que vous avez une infection au coronavirus. Donc, vous êtes infecté. Ça peut vouloir dire aussi que vous risquez d'être infectante, c'est-à-dire ça n'exclut pas que vous passiez le virus à quelqu'un d'autre, hein. Donc, il faut faire attention à ça. Il n'y a pas de faux positifs, oui, je dis bien, il n'y a pas de faux positifs ici. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque le résultat du test RT-PCR est négatif? Alors, le test RT-PCR peut être négatif alors que la personne est quand même porteuse du coronavirus. Là, par contre, vous pouvez avoir de faux négatifs ici. C'est le cas en particulier chez des personnes qui font le test, mais trop tardivement, parce que la charge virale est déjà en train de diminuer, ou des signes cliniques pas suffisamment prononcés, ça peut arriver aussi. Donc, encore une fois, c'est le meilleur test dont on dispose actuellement. C'est le plus fiable, mais un test, comme je vous l'ai dit, n'est jamais fiable à 100%. Et je vais terminer avec ces tests
en vous parlant du test sérologique, cette fois-ci. Alors, avec le test sérologique, on cherche ni la protéine spike, ni l'ARN, ici. En fait, ce que l'on va chercher, c'est la présence éventuelle d'anticorps dirigés contre la protéine spike. Donc, vous voyez que c'est important de déterminer la cible que vous voulez choisir. Donc, ces anticorps, alors c'est là où il y a encore un petit peu d'incertitude quand même, ils vont apparaître rapidement, mais qu'est-ce que ça veut dire rapidement? Ça demande quand même quelques jours avant que les anticorps apparaissent. Et puis, une autre difficulté ici, c'est qu'il y a au moins deux types ici. Alors, il y a plusieurs types, mais il y a deux types d'anticorps ici qui vont intervenir. Les premiers anticorps, on les appelle des IgM ici. Ce sont des anticorps qui apparaissent de façon précoce, mais ce ne sont pas ce qu'on appelle les anticorps neutralisants, c'est-à-dire ceux qui vraiment vont s'attaquer aux protéines spike. Alors, peu importe les mécanismes qui vont intervenir ici. Ça veut dire que vous allez avoir une deuxième série d'anticorps qu'on appelle des IgG. Alors, le premier IG, c'est pour immunoglobuline. Immunoglobuline, c'est synonyme d'anticorps. Hein. Donc, ce sont des immunoglobulines de type G, ou des anticorps de type G, qui là sont des anticorps qui peuvent neutraliser la protéine spike en question. Donc, à quoi il sert ce test ici? Donc, comme je vous l'ai dit, il cherche à savoir s'il y a des anticorps. Alors, c'est pas, ça permet en fait de faire ce que on pourrait appeler un diagnostic rétrospectif de l'infection. C'est-à-dire que si vous trouvez des anticorps, ça veut dire qu'au moins une dizaine de jours avant, vous avez été infecté. Et vous voyez que, par exemple, vous êtes infecté le lundi, le mardi, vous n'avez pas ces anticorps qui sont déjà présents. Autrement dit, en une journée, vous pouvez continuer de contaminer des personnes, vous n'êtes pas vous-même protégé. Donc, quand est-ce que vous allez réaliser ce test ici, qui ne remplace pas le test PCR ou RT-PCR pour longtemps. La sérologie ne permet pas non plus de savoir si la personne est contagieuse. Donc, vous voyez que c'est un petit peu limité. Par contre, ici, ça veut dire que la personne, normalement, on peut considérer qu'elle est guérie ou en bonne voie de guérison, puisqu'elle a des anticorps, et donc qu'elle va pouvoir se défendre contre l'infection. Alors, c'est donc un intérêt quand même. Finalement, encore une fois, la présence de l'anticorps, encore une fois, traduit le fait que vous avez été contaminé. Hein, j'insiste bien là-dessus. Donc, s'il est positif, on a rencontré le virus, on a développé une réaction immunitaire, c'est ce que montre donc la présence des anticorps. Il n'y a pas ici de faux positifs, ici. Donc, on est relativement sûr de ce côté-là. La protection, elle n'est pas pour autant absolue. Hein. Ça va dépendre de la quantité. Il faut savoir que les anticorps, ils peuvent aussi disparaître. Alors, ça nécessite, bien sûr, éventuellement quand même, d'être vacciné, sauf peut-être qu'une seule injection de vaccin
pourrait suffire, puisque le rôle du vaccin, en fait, c'est de développer la production d'anticorps. Donc, si vous en avez déjà, le vaccin, bien sûr, ne peut que aider ici. Qu'est-ce qui se passe si votre test sérologique il est négatif? Alors, il y a plusieurs raisons ici. Soit parce qu'effectivement, vous n'avez jamais rencontré le virus. Donc, si vous n'avez jamais été contaminé, il n'y a pas de raison qu'on trouve des, des anticorps ici. Ou alors, le test est pratiqué trop tôt et les anticorps n'ont pas encore pu apparaître. Ou alors, le test il est pratiqué trop tard et les anticorps ont déjà disparu. Donc, vous voyez qu'on est là encore avec une situation un peu difficile à expliquer. Il y a une autre difficulté qui intervient, notamment chez les personnes âgées. Pourquoi? Parce que produire des anticorps, ça sollicite le système immunitaire et naturellement, quand on est une personne âgée, on a un système immunitaire qui est un peu moins performant que lorsque on est une personne jeune. Quand on est une personne qui est immunodéprimée, qu'on neutralise le système immunitaire, il y a aussi moins de chances, bien sûr, de développer ces anticorps. Donc, en conclusion générale, vous voyez qu'utiliser des tests, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Et même les tests utilisés dans le cadre du coronavirus demandent quand même une certaine maîtrise de toutes ces notions. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai été un peu long, mais bon, je sais d'avance que vous allez m'excuser. Et je suis bien sûr prête à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.